Biographie. Jeunesse 1901 à 1925. Enfance, adolescence, études 1901 à 1923. Jacques Lacan, né le 13 avril 1901, sous le nom complet de Jacques-Marie-Émile Lacan, dans une famille de la moyenne bourgeoisie qui prospère durant la phase de grands progrès techniques et économiques. Quelle est la belle époque? Quelle la belle époque? Quelle la belle époque? Son grand-père paternel, Émile Lacan, était un représentant de commerce qui avait épousé Marie-Julie Dessau, sœur de son patron, vinaigrier à Orléans. C'est sa mère, Émile Baudry, 1876 à 1948, fille de rentier enrichie dans le cachage d'or au style austère, fut élevée dans la religion. Son père, Alfred, 1873 à 1960, se consacre surtout à son travail de responsable financier des vinaigres de Sceaux à Paris. Le toit d'un appartement parisien est partagé avec les grands-parents, ce qui entraîne une rupture entre père et grand-père. Lacan, élevé en compagnie d'une gouvernante, garde ensuite de cette enfance un souvenir effroyable, aussi bien à l'égard des conflits domestiques que de la religiosité incarnée dans le mépris qu'il portait à son grand-père. Des quatre enfants, Lacan est l'aîné. Son puîné, Raymond, né en 1902, mais meurt 2 ans plus tard d'une hépatite, peu de temps après la naissance de sa sœur Madeleine Marie-Emmanuelle en 1903, qui suit un frère cadet de 7 ans, Marc-Marie, né en 1908, connu sous le nom de François, lorsqu'il se fait moine bénédictin. Jacques Lacan fait sa scolarité au collège Stanislas, établissement d'enseignement privé catholique, où il suit brillamment à partir de 1907 le cursus primaire puis secondaire malgré une complexion maladive et de nombreuses absences. À 14 ans, il découvre l'éthique de Spinoza, qui a ensuite une grande influence sur lui. Vers la fin de la Grande Guerre, Lacan rompt avec les idées de son milieu en classe de philosophie. Durant l'année 1917 à 1918, il reçoit avec un intérêt vif l'enseignement de Jean Barrusy, avec lequel il noue plus tard des liens d'amitié. Auteur d'une thèse sur Jean de Lacroix, ayant une conception de l'étude des religions orientée vers l'étude scientifique, historique et comparative, Barrusy s'intéresse également à Leibniz, Saint Paul et Angelus Silesius. Saint Paul est une référence importante dans la réflexion ultérieure de Lacan sur le désir et la loi, et Angelus Silesius est cité lui aussi à plusieurs reprises. Son père, rentré du front, n'est plus la même personne, le même, le père aimant de son enfance. Le fils renonce à la foi, fréquente la librairie d'Adrienne Monnier et découvre Dada et le premier surréalisme avec la littérature. Il rencontre André Breton et Philippe Soupeau qui expérimentent l'écriture automatique, notamment dans les champs magnétiques.
C'est contre l'avis de son père qu'il commence des études de médecine à la rentrée 1919. Étudiant dans le quartier latin des années folles, il assiste à la première lecture d'Ulysse de James Joyce à la librairie de Shakespeare et compagnie, donnée par Sylvia Beach le 7 décembre 1922. En 1923, il entend parler pour la première fois de Sigmund Freud. La même année, il est exempté du service militaire du fait de sa faible constitution. Germaniste accompli, il lit Nietzsche en allemand et scandalise son ancien lycée et sa famille en proposant à son petit frère de lire pour la fête de Saint-Charlemagne de l'année 1925 l'éloge qu'il a rédigé de l'auteur de Par-delà le bien et le mal. Incertitude maurassienne, 1923 à 1925. Dès 1923, Lacan s'intéresse aux idées de Charles Maurras, sans pour autant adhérer au principe de l'antisémitisme. En 1924, au terme de son externat, Jacques Lacan interrompt ses études de médecine et envisage de s'installer au Sénégal. Introduit auprès de Maxime Weygand, c'est en monarchiste nouvellement converti qu'il se présente à Léon Daudet, ex-étudiant en médecine qui accompagna Sigmund Freud en 1886 au cours de Jean-Martin Charcot. Il sollicite avant son départ pour un appui au rendez-vous avec Charles Maurras, peut-être pour faire de la politique. L'entrevue dure 5 minutes, suite de quoi il participe à des réunions de l'Action française. Selon Bertrand Ogilvy, la sociologie positiviste de Maurras, qui présente le sujet comme un produit de son milieu, partant de sa culture, a pu créer un malentendu avec une conception qu'Édouard Pichon pousse jusqu'à l'absurde d'un inconscient national. Le jeune Lacan s'inspire pour sa part de la thèse de l'éthologue Jacob von Uexküll sur le rôle déterminant de l'environnement, non pas seulement sur l'évolution des espèces, mais sur l'élaboration d'un langage. Il se montre en cela fidèle au projet spinozien d'une anthropologie déterministe, de ce déterminisme qui réduit l'illusion cartésienne du libre arbitre à l'inconscience de ses déterminations, en particulier de ses déterminations sociales. En cela, il préfigure la conception de Claude Lévi-Strauss, qui identifie le développement du psychisme individuel à un jeu dans la structure sociale à laquelle appartient cet individu. Interne des asiles, 1926 à 1932. Entrée dans la langue des fous, 1926 à 1927. Le départ pour les colonies n'a finalement pas lieu et l'étudiant reprend son cursus à la faculté de médecine de Paris en neurologie. La spécialité psychiatrie n'existant pas à l'époque, parce qu'il a perdu la foi pendant son adolescence et qu'il se sent une responsabilité d'année, il vit comme un échec personnel l'ordination sacerdotale de son frère à l'abbaye d'Hautecombe en 1929. Le 4 novembre, il fait sa première présentation de maladie sous la direction du neurologue Théophile à la Chouanine, à la Société neurologique de Paris. Lacan réussit le concours qui lui permet de commencer en 1927 son internat dans le service clinique des maladies mentales
et de l'encéphale, dirigé par Henri Claude, un des maîtres de Lacan à Sainte-Anne. Lacan y reste jusqu'en 1931. Durant cette période, son intérêt se déplace de la neurologie à la psychiatrie. Il s'initie à la linguistique structuraliste de Ferdinand de Saussure pour analyser un cas de psychose dans lequel le délire s'exprime par une forme de langage écrit. Il présente ses conclusions le 11 décembre 1931 à la Société médico-psychologique, où il défend l'idée que le déficit de la pensée des patients n'est pas antérieur mais consécutif à leurs hallucinations, et qu'il arrive même que leur délire, construit par négation, analgésie, hypochondrie, idée d'immortalité, mégalomanie, etc., s'exprime avec force et vivacité dans un discours à la structure grammaticale singulière mais riche, notamment par des écrits plus ou moins poétiques, avant de conduire à la Vézanie, ce qui lui est donné d'observer, ce sont en quelque sorte des cas de Schreiber in vivo, dans la ligne des troubles du langage étudiés par Jules Seglas, École française des aliénistes, 1928 à 1929. À Sainte-Anne, l'interne Lacan est au cœur de l'école de la clinique des formes les plus inexplicables de la psychose, celle de la paranoïa délirante, telle que décrite de la manière la plus fine jusqu'à quelques décennies plus tôt Valentin Magnan, et telle que continue de les enseigner Henri Claude. Toutefois, dans la très grande majorité des cas, le patient restait traité en rébut et l'étiologie toujours attribuée à une supposée dégénérescence physique. Lacan bénéficie d'échanges de vues avec les aliénistes les plus brillants, du partage des cas les plus remarquables et du soutien du cercle de recherche que constitue la revue de l'évolution psychiatrique, animée par Angelo Esnard, René Laforgue, Henri Caudet, Adrien Borel et Eugène Minkowski. C'est auprès du chef du service de l'asile de Maison-Blanche et ami Marc Trenel, élève de Paul Sérieux, spécialiste de la psychiatrie légale, qu'il apprend la clinique des troubles du langage. Le 2 novembre 1928, il présente à la Société neurologique de Paris un cas diagnostiqué comme étant le pitiatisme résistant à la suggestion, dont il diagnostique la nature psychonévrotique en l'absence de lésions organiques. Il exerce son année d'internat 1928 à 29 à l'infirmière psychiatrique de la préfecture de police, sous la direction de Gaétan de Clérambault. Lacan dira que c'est auprès de l'inventeur de l'automatisme mental et de l'érotomanie qu'il a appris à observer les néologismes idéogéniques par lesquels Paul Guiraud caractérise les langues psychotiques en dépit de son opposition au point de vue mécaniste et organiciste de Clérambault. Et selon Paul Bercheret, des jalousies sourcilleuses de celui-ci. Clérambault ne pardonnera pas à son élève d'être passé, dans sa thèse de doctorat, dans le camp adverse, celui d'Henri Claude et de la psychanalyse, que Reyer, fameux, il accusera publiquement de plagiat au cours d'une séance de la Société médico-psychologique, ce à quoi le jeune docteur répondra avec un aplomb inouï. Il empêchera Jacques Lacan d'obtenir l'agrégation, qui reconnaîtra pourtant en lui
non sans l'ingratitude provocatrice, comme à l'endroit des nombreux professeurs brillants dont il a reçu l'enseignement, et de Sigmund Freud lui-même, ni une douce ironie contre ceux qui se targuent d'une position supérieure, son seul maître en psychiatrie. Il qualifiera l'automatisme mental de clairembout de conception élémentaire, relation triangulaire et surréalisme, ou la folie faite art. Chose que coule en vous la sueur ou la sève, forme que vous naissiez de la forge du sang. Votre torrent n'est pas plus dense que mon rêve. Et si je ne vous parle d'un désir incessant, je traverse votre eau, je tombe vers la grève, où m'attire le poids de mon démon pensant. Seul, il heurte au sol dur sur quoi l'être s'élève. Le mal aveugle et sourd, le Dieu privé du sens. Mais, sitôt que tout verbe a péri dans ma gorge, chose qui jaillissait du sang de la forge, nature, je me perds au flux d'un élément, celui qui couve en moi, le même vous soulève, forme que coule en vous la sueur ou la sève, c'est le feu qui me fait votre immortel amant. Mélancolia tibi belle, art de l'eau, 6 août 1929. Sonnette de Jacques Lacan dans une phrase surréaliste intitulée Hiatus Irrationalis et adressée à Ferdinand Alquier, publiée en 1933 aux côtés de Harpe, Goll, Asturias et Queneau. Pendant son internat, Lacan habite un modeste meublé rue de la Pompe. Il est l'amant à cette époque de Marie-Thérèse de Bergerot, de 15 ans son aînée, et vers 1929, d'Olésia Sienkiewicz, deuxième femme de son futur ami Pierre Trieux-La Rochelle, qui venait de la délaisser pour Victoria Ocampo. La liaison avec Olésia dure jusqu'en 1933 et demeurera secrète. Elle dactylographiera sa thèse, tandis que Marie-Thérèse, en financera l'impression. Selon Victoria Ocampo, il fréquente le cercle décadent de la comtesse Isabelle Dato, où il se lie avec Georges Bataille, qui ne suivra cependant pas dans le mouvement anti-mussolinien du cercle communiste démocratique, et avec Pierre Trieux-La Rochelle, qui a quitté sa femme, Olésia Sienkiewicz, devenue maîtresse de Lacan, en 1929, pour complaire à la jalouse Vittorio Ocampo. Celle-ci, de passage à Paris pour organiser une exposition Tagoret, a promis à l'écrivain d'entrer au comité de rédaction de sa future revue en juillet 1930, la lecture de l'âne pourri de Salvador Dali, dans la revue Surréalisme au service de la Révolution, lui permet, selon ses termes, de rompre avec la doctrine des constitutions et de passer à une nouvelle appréhension du langage dans le domaine des psychoses, à travers une conception particulière de Dali, nommée la méthode paranoïaque critique. Lacan contacte le peintre et vient l'écouter dans sa chambre d'hôtel, disserter sur des rapports entre création artistique et paranoïa qui permettrait de surpasser la passivité de l'écriture automatique. À partir de décembre,
Il trouve au Cyrano de la Place Blanche le directeur de la revue André Breton, ancien infirmier psychiatrique sensible au rôle de suppléance joué par le délire et adepte de Freud, qu'il est allé rencontrer à Vienne en 1922. De l'école zurichoise du Berkolsli au concept de personnalité paranoïaque, en août et septembre 1930, il accomplit, peut-être grâce à l'entremise de Jean Minkowski, un stage à la polyclinique du Berkolsli, qui en est le service de psychiatre ambulatoire sous la direction de l'ex-assistant de Carl Gustav Jung, le successeur de Jean Bleuler, Hans Meyer. Il poursuit l'expérience de soins sans enfermement systématique de 1931 à 1933 à l'hôpital qu'Henri Roussel a ouvert en 1922 dans les locaux du service des admissions et de l'infirmerie de l'hôpital Sainte-Anne. Établissement autonome dirigé par Édouard Toulouse, c'est le premier de ce type en France. Avec son dispensaire et son service social, il préfigure non sans insuffisance la politique de secteur qui se mettra en place en 1960 à partir de l'impulsion donnée par Georges Thomson. C'est au cours de cet internat dans l'hôpital Henri Roussel, établissement le plus avancé de la recherche psychiatrique à Sainte-Anne, qu'il obtient un diplôme de médecin légiste et surtout qu'il peut faire l'observation de la genèse de la paranoïa et du développement du délire chez ses propres prises en charge en suivant la voie de la phénoménologie prônée par Jean Minkowski. Il théorise l'une et l'autre en 1931 dans Structure des psychoses paranoïaques, premier texte doctrinal dans lequel la paranoïa est perçue comme un effet de structure au sens phénoménologique et sous l'influence des vues de Clérambault, avec le chef de clinique Henri Hay. Il applique la leçon de Hans Meyer de rapporter les symptômes au-delà de leur description dans leur discipline détaillée à la personnalité propre du patient, conception empruntée à Carl Jaspers. Pour faire valider sa formation, il se contrait à un discours conformiste sur dégénérescence, mais s'efforce d'y apporter toutes les nuances possibles. C'est cependant dans le service voisin d'Henri Claude, qui défendait la psychanalyse en psychiatrie, qu'il perfectionne sa clinique en compagnie d'Henri Hay et Pierre Malle. C'est là que Georges Dumas, titulaire de la chaire en psychopathologie de la Sorbonne, opposé à Henri Claude, et à la psychanalyse, qui fut maître. Pour Lacan, a fondé selon Michel Icare le célèbre laboratoire de psychologie. Lieu tous les débats. C'est là que Georges Cuvier, successeur intérimaire d'Ernest Dupré en 1921, a introduit la psychanalyse dans l'institution hospitalière en confiant le poste de psychologue à Eugénie Soltylka. Si l'on est un tenant de l'hérédodégénérescence, Georges Cuvier est sensible à l'efficacité d'une écoute du patient qu'il assimile à un soin psychologique et reste ouvert à la psychanalyse
à condition que son exercice soit réservé de préférence à des femmes non médecins. Du côté du freudisme, à cette époque, ce ne se que déchirement teinté de chauvinisme entre partisans et opposants de l'analyse profane au spectacle duquel il assiste les 30 et 31 octobre 1931 avec son collègue Henri Haye lors de la 6e conférence des psychanalystes de langue française. Et c'est parce qu'Henri Claude, en prenant ses fonctions en 1922, révoque Eugénie Sokolnika au motif que la psychanalyse devrait être réservée aux médecins, que Georges Cuvier, qui a besoin d'une preuve médicale de l'efficacité de la psychanalyse, encourage l'interne Lacan à accomplir le saut épistémologique qui est de donner une étiologie psychanalytique au délire. C'est ainsi que le 18 juin 1931, à la section féminine, lui est confié l'examen du nérotomane criminel, suivi par Joseph Lévy-Valenti et Daniel Lagache, qui relève de sa spécialité la médecine légale. L'année 1931 est une année charnière pour Lacan, celle où il commence une synthèse en partant de la paranoïa de 3 domaines du savoir: la clinique psychiatrique, la doctrine freudienne et le deuxième surréalisme. Le tribunal d'encore. Cela le conduit une des sélections de ses actions possibles. Cela le conduit, en s'appuyant sur une brillante connaissance de la philosophie et après le KMI, à rédiger sa thèse qui fera de lui un chef d'école. Aimé, ou la psychanalyse sortant du puits de la médecine, 1932. Le KMI lui donne les arguments de sa thèse de médecine, intitulée de la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité, soutenu en novembre 1932 devant un jury présidé par Henri Claude. Elle lui confère le doctorat en médecine, spécialité médecine légale, ainsi que le titre d'assistante des hôpitaux. Cette thèse est, selon Robert Misrahi, placée sous le signe et l'esprit de Spinoza, cité à la première page et en fin de l'ouvrage, notamment à travers la notion de parallélisme, réponse aux problèmes de l'union de l'âme et du corps et aux problèmes posés dans la psychiatrie par les théories de l'hérédité de dégénérescence, selon Bertrand Ogilvy. Jacques Lacan, par un renversement d'une morale qui fustige l'illusion, réitère la leçon spinozienne qu'au contraire, la vie psychique de chacun d'agir pour la satisfaction de ses différences et invite à reconnaître que chez le paranoïaque, les illusions n'ont pas moins de consistance et d'intérêt que les vérités. C'est-à-dire qu'il a une personnalité propre, éventuellement productive et poétique, et non pas seulement altérée. Il s'agit de substituer à la tentative de dialogue normatif une analyse des mécanismes de ces allusions au sein du monologue du psychotique pris au sérieux. Cette conception situe la paranoïa et la folie en général, non plus comme une forme d'un phénomène déficitaire relevant d'une anomalie, mais comme une différence ou une discordance par rapport à une personnalité normale. Lacan rapproche le concept spinozien de discordance avec celui de clivage du moi de Freud.
Et c'est, pour faire un petit détour, le clivage du moi en allemand, Ich Spaltung, et la séparation du moi en deux parties qui coexistent dans le moi, l'une correspondant à la réalité extérieure à satisfaire, contrarie l'exigence pulsionnelle de l'autre. Donc, pour continuer, la définition et la causalité de la paranoïa, selon Jacques Lacan, s'inscrivent dans une perspective dynamique et non plus organique, remettant en cause le fait que la psychose pourrait avoir une origine unique, en avançant au contraire l'idée de détermination multiple. Ainsi, Lacan inaugurait, à la manière de Freud, un mode de pensée topique qui se retrouvera tout au long de son trajet intellectuel. Lacan, à travers le cas aimé, quittait la psychiatrie pour la psychanalyse, et c'est à Freud et à ses disciples qu'il empruntait des concepts cliniques. Il abordait le continent de la folie à partir de la révolution freudienne et du primat de l'inconscient. Dès lors, la paranoïa et la psychose étaient-elles comprises comme étant curables, et Lacan invitait la psychiatrie à quitter tout organicisme et abandonner la position répressive pour aborder et adopter les principes de tolérance, de prophylaxie et de cure psychanalytique. Si sa thèse occupe une place particulière dans l'itinéraire de Lacan, dans la mesure où elle est encore une œuvre de psychiatrie tout en étant déjà un texte psychanalytique, il s'y démarque de la première génération psychiatrico-psychanalytique française qui avait intégré le freudisme à une refonte de la théorie de l'hérédité de dégénérescence, en y faisant montrer au contraire de son refus d'intégrer la psychanalyse à la psychiatrie et de sa conviction de la nécessité absolue de faire primer l'inconscient freudien dans toute élaboration muséographique issue de la psychiatrie, ajoutant à cela une valorisation de ses conceptions philosophiques et psychiatriques allemandes au détriment des conceptions françaises dites latines. Lacan rejoignait les surréalistes. En cela, était-il le premier penseur de la deuxième génération psychiatrico-psychanalytique à opérer une synthèse entre les deux grandes voies de pénétration du freudisme en France, entre la voie psychiatrique et la voie surréaliste? Lacan regretta de n'avoir pu mener une cure psychanalytique avec Aimé comme il le note dans sa thèse. Sa thèse resta cependant ignorée par la première génération de psychanalystes français. En psychiatrie, c'est son camarade Henri Hay qui rédigera un contenu élogieux dans l'encéphale. Ce sont des personnalités du milieu artistique et littéraire, Paul Nizan, René Crevel, Salvador Dali, Jean Bernier, tous traversés à de degrés divers par un engagement marxiste qui concurrurent à faire de Lacan un maître à penser pour le futur mouvement psychanalytique français en tant que chantre d'une doctrine matérialiste dans le domaine des maladies de l'âme. Cela conduira Lacan à dépasser sa théorie de la personnalité, l'influence spinoziste et la phénoménologie psychiatrique pour se tourner vers un matérialisme hegeliano-marxiste, la dialectique comme souligne Zizek, ce qui le mènera 4 ans plus tard
à s'initier à la phénoménologie de l'esprit, à la pensée heideggerienne à travers Kojève et Koyré. Lacan traduit en 1932 pour la Revue française de psychanalyse un texte de Freud paru en 1922 et intitulé de quelques mécanismes névrotiques dans la jalousie, la paranoïa et l'homosexualité, dont le thème se rapportait à une nouvelle conception de la paranoïa. Médecin des asiles, 1933 à 1953. 1933, au début d'analyse, mariage, SPP. Lacan a entamé en juin, quelques mois avant la soutenance de sa thèse, probablement en 1933, après sa thèse, selon Jacques Sédat, depuis l'automne 1932, selon Éric Laurent, une psychanalyse auprès de Rudolf Lowenstein, médecin zurichois, installé à Paris en 1926 et amant de Marie Bonaparte depuis le 2 novembre 1926. Après avoir analysé son fils l'année précédente, à l'écart donc en tant que séducteur, des règles strictes qu'il promeut, par ailleurs, celle-ci unique, analysante de Sigmund Freud en France avec Eugénie Solkolnika et la mécène de la Société psychanalytique de Paris, SPP, selon Elisabeth Roudinesco et Michel Plon. L'analyse de Jacques Lacan avec Rudolf Lowenstein durera 6 ans et demi et se soldera par un échec et une mésentente durable entre les deux hommes. D'après Éric Laurent, avec Rudolf Lowenstein comme analyste, Lacan a été confronté durant 6 ans à un standard rigide et idéalisant, impliquant une fin de la cure où l'on doit pouvoir interpréter le transfert en principe sans reste. Or, la compétition entre Lowenstein et Lacan se marque nettement dans le transfert. Au bout de 6 ans d'analyse, Lowenstein, l'analyste, veut contraindre son analysant à poursuivre alors que tout est consommé entre les deux partenaires, bien que l'analyse de Lacan ait duré plus longtemps que la moyenne dans ces années-là. Il veut forcer à rester après son élection. Les titulaires, alors au nombre d'une dizaine, constituaient une élite à l'époque. Pour Lacan, ce forçage absurde n'avait pas de sens. Il retiendra de cette analyse que le transfert négatif est un élément décisif de la pratique psychanalytique, le nœud inaugural du drame analytique. En octobre 1933, Lacan est invité par son professeur Hans Mayer à écouter Ferdinand de Saussure lors de la conférence annuelle de la Société suisse de psychiatrie. Quelques semaines plus tard, Man Ray et Paul Éluard le sollicitent au sujet du procès des sœurs Papin. Celui-ci a pris une tournure politique, les partisans de l'ordre espérant une condamnation à mort. L'assassinat de la patronne des deux domestiques est vu comme l'expression d'une révolte de classe. Jacques Lacan intervient pour appuyer son collègue, le docteur Benjamin Joseph Locre, et les journalistes Jean et Jérôme Tarot dans leur contestation. Les 3 experts qui ont conclu à la responsabilité pénale. Le cas lui est l'occasion de reprendre la conception des crimes passionnels formulée dans sa thèse, à savoir que le passage à l'acte et la satisfaction d'un désir
une autopunition, résolvant un délire soudain. Il exclut de cette façon la préméditation. Il précise que l'énucléation à vif répond à une image, à réaliser donc de soi au miroir de l'autre comme le corps morcelé est le sujet hors construction oedipienne. Il s'appuiera sur le cas Papin pour réviser sa théorie des psychoses jusqu'en 1950. Ce cas marque également pour Lacan le passage théorique de Spinoza à Hegel. Le 29 janvier 1934, à Paris 17e, il épouse l'artiste peintre Marie-Louise Plantin, dite Malou, qu'il connaissait depuis longtemps. Celle-ci étant la sœur de son ami Sylvain Blandin, chirurgien des hôpitaux. En mai 1934, Lacan obtient par concours le titre de médecin-chef des asiles, mais déjà engagé dans l'exercice de la psychanalyse. Il renonce à la carrière hospitalière et obtient son admission comme membre adhérent de la Société psychanalytique de Paris le 20 novembre 1934. C'est à cette période qu'il entame la cure de son premier analysant, Bernier, Georges, rencontré quelques années auparavant et dont les premières séances se déroulent rue de la Pompe avant de se poursuivre boulevard Malherbe. Lacan devient au cours de cette période l'un des théoriciens importants de la Société psychanalytique de Paris et il entretient un dialogue particulièrement nourri avec Rudolf Lowenstein, Paul Schiff, Charles Audier et Édouard Pichon. Danse intellectuelle sur un volcan, 1934 à 1937. En février 1935, Marie Bonaparte lui présente Michel Leiris. Les années 30 sont celles de sa participation, commencée en 1933 au séminaire qu'Alexandre Kojève donne sur sa phénoménologie hegelienne à l'école pratique des autres études. C'est un lieu d'échange entre des personnalités très différentes. Raymond Aron, Jean Hippolyte, Georges Bataille. Le cours, transcrit par Raymond Queneau, se prolonge au Café d'Harcourt, place de la Sorbonne, autour de Maurice Merleau-Ponty, Henri Corbin, Alexandre Kojève, Georges Bataille, Pierre Klosowski, ou encore Alexandre Coéré. Pour Lacan, c'est un moment de formation intellectuelle important. Dans le discours de Kojève, il retrouve formulé en système ce que la clinique lui donne à observer, la conception spinozienne du désir comme le désir de désir, la dimension primordiale pour Lacan, comme pour Kojève. Les deux hommes ont eu un projet d'ouvrage commun, de la reconnaissance, voire l'affirmation de la nature imaginaire du moi. En 1936, il emménage au 97 boulevard Malherbe, où il poursuit ses consultations de psychanalyse. C'est là qu'en la présence silencieuse du psychiatre se tiennent les comités de rédaction de la Céphale, antithèse de la revue scientifique, de pas foirer ici, l'encéphale. La revue prolonge dans le titre de la lettre sa suite à prendre par ce circuit court de la revue du trait lunaire pour condenser ses écrits après la traversée écoutée de l'oreille retransmise par une fiction de ce qui n'a même pas pu
venir su l'antithèse de la revue scientifique dans ses fins, la revue prolonge dans le champ littéraire le combat politique du mouvement contre-attaque, dissous en mars 1936, à la suite de la rupture entre Georges Bataille et André Breton. Ce mouvement, soutenu par la revue La Critique sociale, le surréalisme et son double à suivre un petit détour CF, soutenu par la revue La Critique sociale, dans son opposition au stalinisme, était lui-même une dissidence fondée le 17 octobre en 1935, en réponse à l'exclusion du Parti communiste des surréalistes, accusé par Ilya Ehrenburg de pédérastie, et en réaction au suicide de René Crevel. À partir de 1936, Lacan s'intéresse au stade du miroir et en s'aidant d'Henri Wallon, Alexandre Kojève et Alexandre Koeré inventent une théorie du sujet qui se fonde sur Freud tout en lui donnant un nouveau contenu. Cela fera l'objet d'une communication dont le texte est perdu, mais connu pour l'avoir livré avant à la SPP. À l'occasion de sa première participation en août au 14e congrès de l'Association psychanalytique internationale à Marienbad, mais Ernest Jones, président en exercice, ne le laissa pas terminer au-delà des 10 minutes imparties. C'est la première fois qu'on ose ne pas se contenter de paraphraser Sigmund Freud, se référer à des savants non psychanalystes et proposer un concept original. La réception en est, selon Lacan, plutôt chaleureuse. Le 8 janvier 1937, naît son premier enfant, Caroline, 1937 à 73, future mère de Fabrice, Roger Lacan. Malou aura 2 autres enfants de lui, Thibaut, 1939 et Sibylle, 1940 à 2013. Rupture, 1938 à 1940. En 1938, l'encyclopédie française dirigée par Lucien Febvre, par l'intermédiaire d'Henri Wallon, appelle à Jacques Lacan pour rédiger l'article « Famille », mais la reconnaissance par ses pairs en fait Rudolf Lowenstein de sa pratique de psychanalyste tardée, alors que son confrère Daniel Lagache, universitaire agrégé et titularisé par la SPP dès 1937, de simple membre, il en devient lui-même membre titulaire que le 20 décembre 1938. Look at the Australian Lacanian Circle, the New Lacanian School 1938, après un exposé clinique illustrant la rénovation de la psychiatrie par la psychanalyse. They already recognize me. En l'occurrence, le concept d'impulsion, but just by the subject and the immediate. I'd have to reproduce this similar sort of circumstances. I have to read the seminar and then have that done before the day after, which is like at 4 in the morning, and unload. En l'occurrence, le concept d'impulsion est plus généralement la pratique de l'écoute des patients à la recherche d'une structure préoedipienne correspondant à un stade du moi morcelé. Il en appelle à cette occasion à une notion de réel, au lieu d'une pulsion à l'état pur, se manifestant pour une béatitude passive face à l'horreur. Lowenstein a conditionné son soutien à cette candidature qu'il continue sa psychanalyse avec lui.
Mais après son élection, là qu'on ne revient pas, et Lowenstein y voit une tricherie par rapport à ce qu'il avait convenu. On ne triche pas sur un point aussi important, impunément ceci entre nous, confiera-t-il à Marie Bonaparte en 1953. Le 1er avril, il reçoit à Sainte-Anne Antonin Artaud Michka. Fait moins de bruit, il commence à être tard de 15 minutes à être acceptable, mais dérangeant, qui avait été arrêté à Dublin, et tu veux viser sympathique, à Dublin, pour scandale ou pratique sur la voie publique. La prise en charge dure 11 mois jusqu'au transfert du patient Villévrard dans l'ancien service de son professeur Marc Trenel. Il diagnostique une graphorrhée, c'est-à-dire, contrairement à l'avis de son collègue Naudet, un salut possible dans l'écriture à l'instar de James Joyce. Au cours de cette année 1939, l'année de la mort de Sigmund Freud, il noue une relation avec l'actrice de cinéma Sylvia Bataille. Elle est mariée à son ami Georges Bataille, mais une fille de fête, de débauche et d'alcool les ont séparés depuis 1933. Il est mobilisé dans le service neuropsychiatrique de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, puis affecté depuis 1940 à l'hôpital militaire de Pau. Le 13 juin 1940, la veille de l'entrée des Allemands dans Paris, sa consoeur Sophie Morgenstern se suicide. Jacques Lacan, démobilisé des services de santé des armées, rejoint en famille Marseille, principale ville de la zone libre, où il retrouve André Malraux, à court d'argent, pour abriter Sylvia Bataille enceinte. Il sous-loue la villa de la Soucour, que ce dernier loue à Roquebrune, près de Nice. Celle-ci s'étant imprudemment déclarée comme juive au commissariat de Cagnes, Lacan s'introduit subrepticement dans le bureau et rangé son dossier et le dérobe sur une étagère. Il retrouve la sœur de Sylvia Bataille et le beau-frère de celle-ci, André Masson, à Montredon chez la comtesse Pastré, dans l'association pour que vivre l'esprit cache les artistes tels Jura Guler, même leur mort et leur inscription dans les documentaires menacés par les lettres, les lois contre les Juifs, et sert d'antenne légale au réseau du Centre américain de secours